Dans l'ombre d'un supermarché lyonnais, une femme ordinaire a défié l'arrogance d'un uniforme, transformant un instant banal en un cri pour la justice. Le soleil de Lyon, pâle et timide, glissait à travers les vitres poussiéreuses du supermarché Leclerc, dans un quartier calme de la banlieue Est. Les rayons frappaient les étagères métalliques, faisant scintiller les boîtes de conserve et les paquets de pâtes alignés comme des soldats au repos. L'air sentait le pain frais du matin, mêlé d'une légère odeur de détergent citronné. Les caddies roulaient doucement, leurs roues grinçant sur le carrelage blanc, rythmant une matinée ordinaire. Claire Dubois avançait dans l'allée 7, un panier en plastique à la main. Ses pas étaient mesurés, presque silencieux, comme si chaque mouvement portait encore la discipline d'une vie militaire. Ses cheveux noirs, tirés en un chignon serré, dégageait un cou droit, marqué par des années de port d'uniforme. Elle portait une chemise blanche impeccable, un jean sombre et des baskets usées, dont la semelle droite trahissait des kilomètres de marche forcée. À son poignet, une montre militaire, éraflée mais fidèle, tiquait doucement. Claire n'était plus colonel, mais son corps gardait la mémoire des ordres donnés, des nuits sans sommeil à Kaboul, des médailles gagnées dans l'ombre. Elle s'arrêta devant les bouteilles d'eau pétillantes, cherchant une marque familière. Ses yeux, d'un brun profond, scrutaient les étiquettes avec une précision instinctive, comme si elle lisait une carte tactique. À l'autre bout de l'allée, Marc Lefebvre entra, imposant, sûr de lui. Sa silhouette massive emplissait l'espace. Son uniforme bleu foncé, aux manches légèrement retroussées, révélait un tatouage grisâtre. Un aigle, peut-être, ou une arme indistincte. Ancien légionnaire, devenu policier, Marc marchait comme si le sol lui appartenait. Sa radio, accrochée à sa poitrine, crachotait par intermittence. Il ne salua pas la caissière, Sophie, qui lui jeta un regard nerveux avant de baisser les yeux sur son scanner. Marc ne venait pas pour faire ses courses, pas vraiment. Il venait chercher un soda, peut-être un paquet de chips, mais surtout affirmer sa présence. Ses bottes claquaient sur le carrelage, un son sec, autoritaire. Il s'arrêta près des paquets de pâtes, attrapa un sachet de fusillis d'un geste brusque. Le paquet voisin, mal équilibré, glissa et tomba, suivi d'une canette de cola qui roula jusqu'aux pieds de Claire, à 10 mètres de là. Marc ne se retourna pas. Il ajusta sa radio, augmenta le volume, comme pour signaler qu'il était toujours en service, même hors service. Claire baissa les yeux vers la canette. Elle ne bougea pas tout de suite. Ses doigts serrèrent légèrement le panier. Ce n'était pas la canette qui la dérangeait, mais l'indifférence. Une leçon militaire lui revint. Si tu ne peux pas ramasser ce que tu fais tomber, comment puis-je te faire confiance quand les balles voleront? Elle ramassa la canette, froide contre sa paume, et le paquet de pâtes, légèrement déchiré. Ses gestes étaient lents, précis, comme si elle désamorçait une bombe. Elle avança vers Marc, ses baskets glissant sans bruit sur le sol. Autour d'elle, le supermarché continuait sa danse lente. Une mère comptait des yaourts pour ses enfants. Un employé, Léo, un adolescent aux cheveux en bataille, rangeait des boîtes de céréales, son téléphone dans la poche, prêt à filmer n'importe quoi d'intéressant. Une vieille dame, Madame Giroux, poussait son caddie avec difficulté, ses lunettes glissant sur son nez. Personne ne remarqua Claire, pas encore. Elle s'arrêta à 2 mètres de Marc, tendit le paquet et la canette. « Vous avez fait tomber ça », dit-elle, sa voix calme, sans reproche, mais claire, comme un ordre donné à voix basse. Marc se tourna, surpris. Ses yeux, d'un bleu pâle, la détaillèrent, de haut en bas. Une femme noire, élégante mais simple, sans uniforme, sans insigne. Il ricana, un rictus moqueur. « Et alors ? Vous êtes qui pour me dire quoi faire ?» Sa voix était grave, tranchante, teintée d'un mépris qui ne cherchait pas à se cacher. Claire ne scia pas. Elle reposa le paquet sur l'étagère, aligné avec soin, et garda la canette en main. « Je ne vous dis pas quoi faire. Je vous rappelle juste une petite chose avant qu'elle ne devienne un gros problème. » Le silence qui suivit était lourd, invisible aux autres clients, mais palpable pour eux deux. Marc plissa les yeux, sa main frôlant sa radio,
comme pour réaffirmer son autorité. « Vous vous prenez pour qui? Une prof d'éthique ?» Il fit un pas vers elle, son ombre s'étendant sur le carrelage. Claire ne recula pas. Elle connaissait ce regard, ce ton. Elle l'avait entendu dans des salles de briefing face à des officiers qui ne supportaient pas qu'une femme, encore moins une femme noire, donne des ordres. Elle avait appris à répondre sans élever la voix, à tenir bon sans plier. Autour d'eux, le supermarché semblait ralentir. Sophie, la caissière, releva la tête, ses doigts figés sur le clavier. Léo, l'adolescent, sortit son téléphone, l'objectif pointé discrètement. Madame Giroux, arrêtée près des conserves, murmura quelque chose à propos de l'arrogance des uniformes. Marc ne voyait rien de tout cela. Il ne voyait que Claire, une femme qui osait le défier, calmement, sans crainte. « Vous savez à qui vous parlez ?» lança-t-il, plus fort cette fois, assez pour que quelques têtes se tournent. « Je suis la loi ici, pas vous. » Claire posa la canette à côté du paquet de pâtes, ses gestes toujours mesurés. « Je ne parle pas à la loi. Je parle à un homme qui a fait tomber quelque chose et qui peut le ramasser. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient une force tranquille, forgée dans des années de combat où le silence était une arme et la retenue une victoire. Marc ricana de nouveau, mais son rire était tendu. Il s'approcha, son torse bombé, sa main effleurant la crosse de son pistolet, pas pour le sortir, mais pour rappeler qu'il était là. « Vous, les femmes comme vous, toujours à vouloir donner des leçons. » Le mot « femme » était chargé, un mélange de sexisme et de racisme à peine voilé. Claire sentit une chaleur monter dans sa poitrine, pas de la colère, mais une vieille douleur, celle des réunions où on lui disait qu'elle était trop directe pour une femme, ou des missions où ses plans étaient ignorés au profit d'un officier moins expérimenté, souvent blanc, souvent homme. Elle inspira lentement, ses yeux fixés sur Marc. « Je ne donne pas de leçons. Je pose une question. Est-ce que vous faites ce qui est juste ?» Le supermarché sembla retenir son souffle. Une mère, près des yaourts, s'arrêta, son enfant tirant sur sa manche. Léo filmait toujours, son téléphone tremblant légèrement. Sophie, derrière son comptoir, échangea un regard avec un autre employé, un jeune homme nommé Karim, qui hésitait à intervenir. Madame Giroux, elle, s'avança d'un pas, son caddie grinçant. « Il devrait avoir honte », murmura-t-elle, assez fort, pour que Marc l'entende. Il se tourna, agacé, mais son regard revint vite à Claire. « Vous cherchez les ennuis, hein ?» dit-il, sa voix plus aiguë, moins contrôlée. Il fit un pas de plus, son arme maintenant bien visible à sa ceinture. Claire ne bougea pas. Elle avait vu des armes pointées sur elle, des regards qui promettaient la mort. Elle avait survécu à des champs de bataille, à des nuits où chaque bruit pouvait être une menace. Ce n'était pas un policier dans un supermarché qui allait la faire reculer. « Je ne cherche rien, » répondit-elle, sa voix toujours égale, mais avec une pointe d'acier. « Je vous demande de ramasser ce que vous avez fait tomber, c'est tout. » Marc éclata d'un rire sec, presque théâtral. « Vous pensez que vous pouvez me donner des ordres ?» Il se pencha légèrement, son visage à quelques centimètres du sien. « Retournez à votre place, et vite. » Les mots étaient un coup, destiné à humilier, à réduire. Claire sentit le regard des autres clients, certains curieux, d'autres mal à l'aise. Une femme d'âge moyen, tenant un panier de légumes, baissa les yeux, comme si regarder était trop risqué. Léo, en revanche, s'approcha, son téléphone toujours en main, capturant chaque mot, chaque geste. Sophie murmura à Karim. « Il faut appeler le gérant. » Mais Karim secoua la tête, hésitant. « C'est un flic. On risque quoi ?» Claire ne répondit pas tout de suite. Elle savait que chaque mot qu'elle prononcerait serait scruté, jugé. Elle avait appris, dans les salles de commandement, à peser ses paroles comme des munitions. Elle posa ses yeux sur Marc, non pas avec défi, mais avec une clarté qui le déstabilisa. « Ma place, c'est ici, comme n'importe quel citoyen. Et la vôtre, c'est de montrer l'exemple, pas de menacer. » Le silence qui suivit était électrique. Marc cligna des yeux, pris de court.
Il n'était pas habitué à être contredit, encore moins par une femme qui ne baissait pas les yeux. Sa main se crispa sur sa radio, puis glissa vers son arme, un geste instinctif, presque inconscient. Claire le vit. Elle ne bougea pas, mais son cœur battait plus vite, pas de peur, mais d'une vigilance affûtée par des années de danger. Autour d'eux, le supermarché n'était plus un simple magasin, c'était une arène. Les clients, jusqu'alors indifférents, devenaient des spectateurs. Une jeune femme, Aïcha, tenant la main de son fils de 5 ans, s'arrêta net. Elle avait déjà vu ce genre de scène, pas ici, mais dans son quartier où les contrôles de police étaient monnaie courante. Elle serra la main de son fils, qui demanda « Pourquoi il est méchant, maman ?» Aïcha ne répondit pas, mais ses yeux restèrent fixés sur Claire, comme pour lui transmettre une force silencieuse. Madame Giroux, elle, s'avança encore, son caddie tremblant sous ses mains frêles. « Vous n'avez pas le droit de parler comme ça, » dit-elle à Marc, sa voix chevrotante mais ferme. Marc l'ignora, son attention rivée sur Claire. « Vous voulez jouer les héroïnes ?» lança-t-il, sa voix montant d'un cran. « Vous voulez que ça finisse mal ?» Claire sentit le poids de ces mots, mais elle ne céda pas. Elle avait déjà entendu des menaces, des insultes, des ordres déguisés en conseils. Elle se souvenait d'un général, à l'état-major, lui disant « Dubois, vous êtes compétente, mais vous ne serez jamais l'image d'un leader. » Elle avait appris à ignorer ces mots, à les transformer en carburant. « Je ne joue pas, » répondit-elle, ces mots coupants comme une lame. « Je vous demande de faire ce qui est juste. Rien de plus. » Marc ricana, mais son rire était nerveux. Il fit un pas en arrière, non pas par peur, mais pour reprendre le contrôle. Sa main restait près de son arme, un avertissement muet. Claire le fixa, ses yeux comme un miroir, reflétant non pas sa colère, mais sa faiblesse. Léo, l'adolescent, s'approcha encore, son téléphone tremblant dans sa main. Il filmait depuis le début, capturant chaque mot, chaque regard. Sophie, derrière son comptoir, attrapa son talkie-walkie, hésitant à appeler le gérant. Elle savait que s'impliquer pouvait lui coûter, mais elle voyait dans les yeux de Claire une force qu'elle admirait, une force qu'elle n'avait jamais osé avoir. « Il va trop loin », murmura-t-elle à Karim, qui hocha la tête, mais ne bougea pas. Madame Giroux, elle, ne recula pas. Elle pointa un doigt noueux vers Marc. « Vous portez un uniforme, jeune homme. Ça ne vous donne pas tous les droits. » Sa voix portait, malgré son âge, et quelques clients tournèrent de la tête, intrigués. Marc sentit le changement dans l'air. Il n'était plus seul avec Claire. Les regards, les murmures, les téléphones pointés sur lui formaient une pression nouvelle. Il se redressa, sa poitrine gonflée, mais son assurance vacillait. « Vous voulez faire un scandale ?» lança-t-il à Claire, sa voix plus forte, comme pour reprendre le contrôle. « Vous voulez finir sur Internet, c'est ça ?» Claire ne répondit pas tout de suite. Elle posa son panier au sol, lentement, comme si elle posait une arme avant une négociation. « Ce n'est pas moi qui fais un scandale, » dit-elle, sa voix si calme qu'elle semblait trancher l'air. « C'est vous qui choisissez de ne pas écouter. » Le supermarché était maintenant un théâtre. Chaque client, chaque employé était un acteur malgré lui. Aïcha, toujours immobile, serrait la main de son fils, ses yeux brillants d'une colère contenue. Elle avait déjà été arrêtée une fois, sans raison, par un policier qui lui avait dit « Reste à ta place ». Elle voyait en clair une femme qui refusait cette injonction. Léo, son téléphone toujours en main, s'approcha encore, assez près pour que Marc le remarque. « Arrête de filmer, gamin », grogna-t-il, mais Léo ne baissa pas son téléphone. « C'est un lieu public », répondit-il, sa voix tremblante mais décidée. Sophie, enfin, appuya sur le bouton de son talkie-walkie. « Monsieur Dupont, venez à la Lessette, vite », murmura-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Marc se tourna vers Léo, puis vers Claire, puis vers Madame Giroux, qui le fixait avec une indignation silencieuse. Il réalisa qu'il n'était plus le centre de l'autorité. Les regards autour de lui n'étaient plus neutres. Il jugeait.
Il posa la main sur son arme, un geste plus marqué cette fois, pas pour la sortir, mais pour rappeler qui il était. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, » dit-il à Claire, sa voix basse, menaçante. Claire ne bougea pas. Elle avait déjà vu des hommes armés, des ennemis dans l'ombre, des supérieurs qui voulaient la briser. Elle savait que le vrai danger n'était pas l'arme, mais le silence des autres. « Et vous, savez-vous qui vous êtes ?» répondit-elle, ces mots comme une flèche, précise, imparable. Le supermarché sembla s'arrêter. Le bourdonnement de la climatisation devint le seul son audible. Les clients, figés, regardaient. Aïcha murmura à son fils « Reste près de moi ». Léo, le téléphone toujours levé, sentit une goutte de sueur couler sur sa tempe. Sophie, derrière son comptoir, attendait le gérant, son souffle court. Madame Giroux, elle, s'avança encore, son caddie comme un bouclier. « Vous devriez avoir honte », dit-elle à Marc, sa voix plus forte maintenant, portée par des décennies de combats silencieux. Marc la fixa, puis revint à Claire. « Vous allez regretter ça », murmura-t-il, sa main toujours près de son arme. Claire ne répondit pas. Elle savait que répondre, c'était donner à Marc ce qu'il voulait, une excuse pour escalader. Elle resta immobile, ses yeux plantés dans les siens, non pas avec colère, mais avec une force qui semblait venir d'ailleurs, d'un lieu où les médailles ne comptaient pas, où seule la dignité tenait debout. Elle se souvenait d'une nuit en Afghanistan, sous un ciel criblé d'étoiles, où elle avait tenu la main d'un soldat blessé, lui promettant qu'il rentrerait chez lui. Elle avait tenu parole. Aujourd'hui, elle se faisait une autre promesse, ne pas laisser cet homme définir qui elle était. Soudain, un bruit sec brisa le silence. Marc, dans un geste brusque, attrapa le téléphone de Claire, qu'elle venait de sortir pour appeler, peut-être, ou pour filmer. Il le serra dans sa main, comme pour l'écraser. « Vous ne filmez rien ici », cria-t-il, sa voix résonnant dans l'allée. Claire recula d'un pas, non pas par peur, mais par réflexe, heurtant une étagère. Une pile de canettes s'effondra, le bruit métallique éclatant comme une alarme. Une bouteille en verre, mal placée, tomba et se brisa, éclaboussant le sol de tessons brillants. Le supermarché tout entier se figea. Aïcha tira son fils en arrière. Léo, lui, continuait de filmer, son cœur battant si fort qu'il en oubliait de respirer. Sophie appuya de nouveau sur son talkie-walkie, sa voix tremblante. « Monsieur Dupont, c'est urgent !» Marc, le visage rouge, lâcha le téléphone de Claire, qui glissa sur le sol. Il fit un pas vers elle, sa main maintenant sur la crosse de son arme, le doigt près de la gâchette. « Vous voulez vraiment continuer ?» demanda-t-il, sa voix basse, presque un grondement. Claire se redressa, son flanc douloureux là où elle avait heurté l'étagère. Elle ramassa son téléphone, éraflé mais intact. Ses yeux rencontrèrent ceux de Marc, non pas avec défi, mais avec une clarté qui le fit hésiter. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-elle, sa voix si calme qu'elle semblait arrêter le temps. Ce n'était pas une menace, pas un défi, juste une question, mais elle portait le poids de toutes les fois où elle avait dû se taire, où elle avait dû prouver qu'elle méritait sa place. Marc cligna des yeux, déstabilisé. Sa main trembla légèrement sur son arme. Il ne la sortit pas, mais le geste était là, suspendu, comme une menace en attente. Autour d'eux, les clients ne bougeaient plus. Aïcha, les larmes aux yeux, serrait son fils contre elle. Léo filmait toujours, son téléphone devenu une arme plus puissante que celle de Marc. Madame Giroux, immobile, fixait Marc avec un mélange de colère et de pitié. Sophie, derrière son comptoir, voyait le gérant, M. Dupont, arriver enfin, un homme bedonnant au regard inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, sa voix hésitante. Mais personne ne répondit. Le silence était trop lourd, trop chargé. Marc, pour la première fois, sembla réaliser qu'il n'était plus en contrôle. Les téléphones, les regards, la caméra de surveillance au-dessus de sa tête. Tout cela formait un filet invisible, resserrant ses mailles autour de lui. Claire, elle, restait immobile. Elle ne criait pas, ne pleurait pas, ne reculait pas. Elle était là, debout,
comme un phare dans une tempête. Elle savait que ce moment, ce supermarché, n'était qu'un champ de bataille parmi d'autres. Elle avait déjà survécu à pire. Mais aujourd'hui, elle ne se battait pas seulement pour elle se battait pour Aïcha, pour Léo, pour Madame Giroux, pour tous ceux qui avaient déjà été réduits au silence par un uniforme, une insulte, une menace. Elle leva les yeux vers la caméra de surveillance, un point noir discret au coin du plafond. Elle ne sourit pas, mais ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme pour saluer un témoin invisible. Puis elle regarda Marc une dernière fois. Vous pouvez encore ramasser ce que vous avez fait tomber, dit-elle, sa voix douce, presque un murmure. Ou vous pouvez choisir de continuer. Mais vous ne choisirez pas pour moi. Le supermarché retint son souffle. Marc, pour la première fois, sembla perdre pied. Sa main s'éloigna de son arme, lentement, comme s'il abandonnait une partie de lui-même. Les regards autour de lui n'étaient plus neutres. Ils étaient des juges, des témoins, des gardiens d'une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Léo, le téléphone toujours levé, murmura à Sophie. « Ça va changer quelque chose, non ?» Sophie hocha la tête, les larmes aux yeux. Madame Giroux, elle, posa une main sur son caddie, comme pour ancrer sa foi en cet instant. Aïcha, enfin, s'approcha de Claire, son fils à ses côtés. « Merci » murmura-t-elle, si bas que seule Claire l'entendit. Ce n'était pas un mot, c'était une promesse. Quelque chose venait de commencer, une étincelle dans l'ordinaire, prête à embraser le silence. Le crépuscule enveloppait Lyon d'une lumière douce, presque hésitante, comme si la ville retenait son souffle après l'incident du supermarché. Les lampadaires de la banlieue clignotaient, projetant des ombres tremblantes sur le bitume. Claire Dubois rentra chez elle, un modeste appartement au 3e étage d'un immeuble en briques rouges, dans une rue bordée de platanes. L'ascenseur grinçait, l'odeur de peinture fraîche flottait dans l'air. Elle posa son panier de courses sur la table en bois, simple, usé, où trônait une photo encadrée, claire, en uniforme, aux côtés de camarades souriants sous un ciel afghan. Ses doigts effleurèrent le cadre, un geste machinal, puis elle s'assit, la montre militaire au poignet tiquant doucement. Le silence de la pièce était apaisant, mais lourd, chargé de l'écho de la journée. Elle alluma son téléphone. L'écran s'illumina, révélant une cascade de notifications. Des messages, des appels manqués, des alertes. La vidéo de Léo, l'adolescent du supermarché, avait explosé sur Internet. Une femme noire face à un policier raciste dans un Leclerc à Lyon, titrait une publication sur Twitter. La vidéo, brute, sans montage, montrait Marc Lefebvre, sa main sur son arme, son rictus méprisant. Claire ferma les yeux, pas par fatigue, mais pour contenir l'onde de choc qu'elle sentait venir. Dehors, la ville bruissait. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Sur TikTok, la vidéo de Léo atteignait 100 000 vues en quelques heures. Les commentaires fusaient. C'est scandaleux. Elle a tenu bon, incroyable. Les flics comme lui, dehors. Mais d'autres voix, plus sombres, surgissaient. Elle l'a provoqué, non? Toujours à chercher les problèmes, ces gens-là. Claire ne lut pas tout. Elle savait que la vérité, une fois lâchée dans le monde numérique, prenait des formes qu'elle ne pouvait contrôler. Elle reçut un message d'un numéro inconnu. « Reste à ta place, sinon ça finira mal. » Elle fixa l'écran, le cœur battant, non pas de peur, mais d'une vigilance aiguisée par des années de terrain. Elle sauvegarda le message, prit une capture d'écran, puis éteignit son téléphone. Elle n'était pas naïve. Elle connaissait le prix de ne pas se taire. Au même moment, dans un café près de la place Bellecour, Amélie Fournier, une journaliste locale, tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. Ses lunettes glissaient sur son nez, ses cheveux blonds attachés à la hâte. Elle travaillait pour le progrès, et l'histoire de Claire était un feu qu'elle ne pouvait ignorer. Elle avait vu la vidéo, partagée par un contact sur Instagram, et reconnu immédiatement la puissance de l'instant. Une femme, seule, face à un policier armé, dans un lieu aussi banal qu'un supermarché. Amélie contacta Léo via les réseaux sociaux, obtenant son accord pour utiliser la vidéo. Elle rédigea un premier article, sobre mais percutant. À Lyon,
Une ancienne militaire affronte l'abus d'autorité dans un supermarché. Elle envoya un message à Claire, proposant une interview. Pas de réponse. Amélie n'insista pas. Elle savait que les héros, les vrais, n'avaient pas toujours envie de parler. Dans un commissariat de la périphérie, Marc Lefebvre était assis dans une salle de réunion, les bras croisés, le visage fermé. Son collègue, Julien Moreau, un homme trapu aux cheveux rasés, lui tapota l'épaule. « T'en fais pas, Marc, on va gérer. Elle a voulu jouer les malignes, elle va le regretter. » Julien avait la réputation de couvrir ses collègues, quoi qu'il arrive. Il rédigea un rapport interne décrivant Claire comme agressive et provocatrice. Marc hocha la tête, mais ses yeux trahissaient une inquiétude nouvelle. La vidéo circulait trop vite. Les regards des autres officiers, dans le couloir, n'étaient plus aussi amicaux. Certains murmuraient « Il est allé trop loin ». Marc serra les poings. Il n'était pas habitué à perdre le contrôle, à être jugé. Il sortit son téléphone, envoya un message à un vieil ami, un ex-policier reconverti dans la sécurité privée. « Faut calmer cette histoire, vite ». Le lendemain matin, Claire se leva à l'aube, fidèle à son rythme militaire. Elle enfila un pull gris, un jean, ses baskets usées. Elle prépara un café, noir, sans sucre, et s'assit à sa table. La lumière du jour naissant filtrait à travers les rideaux. Elle alluma la radio où une voix grave mentionnait l'incident du supermarché. Elle éteignit. Elle n'avait pas besoin d'entendre pour savoir que la tempête grossissait. En route pour le centre communautaire où elle enseignait des cours de droit civique, elle reçut un appel de Pierre, un ancien colonel, camarade de l'époque militaire. « Claire, j'ai vu la vidéo. Tu as fait ce qu'il fallait, mais fais attention. Ces types ne lâchent pas facilement. » Pierre, grisonnant, la voix rauque, parlait avec la gravité de quelqu'un qui avait vu des systèmes protéger les leurs. Claire sourit, un sourire triste. « Je sais, Pierre. Merci. » Au centre communautaire, une ancienne école reconvertie, Claire retrouva ses élèves, des chauffeurs de bus, des mères célibataires, des étudiants. Parmi eux, Aïcha, la femme du supermarché, était là, son fils jouant dans un coin avec des cubes en plastique. Aïcha s'approcha, hésitante. « Je voulais vous dire, ce que vous avez fait hier, ça m'a donné du courage. Moi aussi, on m'a dit de me taire, une fois, par un policier. » Ses yeux brillaient, mélange de gratitude et de douleur. Claire posa une main sur son bras. « On ne se taira plus, Aïcha. » La leçon du jour portait sur les droits des citoyens face à l'autorité. Claire parla calmement, citant des articles de loi, mais ses mots vibraient d'une force personnelle. Les élèves écoutaient, captivés, comme si elle leur apprenait à respirer pour la première fois. Pendant ce temps, la vidéo de Léo continuait de faire des vagues. Sur Twitter, le hashtag #JusticePourClaire naquit, porté par des militants et des anonymes. Une manifestation pacifique s'organisa devant la mairie de Lyon, place des terreaux. Une foule modeste, une centaine de personnes, brandissait des pancartes. Non à l'abus de pouvoir. Le silence n'est pas une option. Madame Giroux était là, son écharpe en laine bien ajustée, tenant une pancarte écrite à la main. La dignité n'a pas de couleur. Léo, timidement, se joignit à la foule, son téléphone toujours dans la poche, comme une arme qu'il apprenait à manier. Amélie couvrait l'événement, son appareil photo capturant chaque visage, chaque slogan. Elle remarqua une femme dans la foule, une professeure de sociologie, Camille Laurent, qui parlait aux manifestants avec passion. Ce n'est pas juste une femme contre un policier. C'est un système qui protège les abus par le silence. Amélie nota la phrase, sentant qu'elle ferait la une. Mais l'ombre grandissait aussi. Claire reçut un autre message anonyme. « Abandonne, ou tu perdras plus qu'un téléphone. » Elle ne répondit pas, mais sauvegarda tout. En rentrant chez elle, elle remarqua une voiture noire garée en bas de son immeuble, moteur allumé, vitres teintées. Elle ne s'arrêta pas, mais son pouls s'accéléra. Elle connaissait ce genre de menace, subtile mais claire. Elle monta chez elle, verrouilla la porte à double tour. Sur son bureau, elle posa un carnet où elle notait tout. Les messages, les plaques d'immatriculation, les détails. Elle n'était pas paranoïaque. Elle était préparée. Le soir, dans un bar enfumé de la Guillotière,
Marc retrouva son ami ex-policier, Gilles. La bière coulait, mais l'ambiance était tendue. « Ils veulent ma peau, Gilles », murmura Marc, les yeux fixés sur son verre. Gilles, un homme large aux cheveux poivre et sel, haussa les épaules. « On peut arranger ça. Elle est seule, non? Une petite pression, et elle le lâchera. » Il tendit à Marc une enveloppe grise, sans sceau. À l'intérieur, un document falsifié, suggérant que Claire avait provoqué l'incident, cherchant à manipuler la situation pour attirer l'attention. « Fais-lui signer ça, et c'est fini, » dit Gilles, un sourire froid aux lèvres. Marc hésita, mais prit l'enveloppe. Il n'aimait pas ça, mais il n'aimait pas non plus l'idée de perdre son badge, sa réputation, son pouvoir. Le lendemain, Claire marchait vers le centre communautaire, son sac en bandoulière, l'enveloppe de la veille pesant dans son esprit. Elle n'avait pas dormi, pas par peur, mais parce qu'elle sentait la bataille changer de terrain. En chemin, elle croisa un homme en chemise blanche, lunettes de soleil, appuyé contre une camionnette noire. Il s'approcha, l'enveloppe grise à la main. « On peut simplifier les choses, Madame Dubois, » dit-il, la voix douce, presque aimable. « Signez ça, et tout disparaît. » Claire le fixa, ses yeux comme des lames. Elle prit l'enveloppe, la posa sur un banc à côté. « Dites à votre ami que je ne signe rien. » Elle tourna les talons, son pas ferme, mais elle sentit le regard de l'homme dans son dos, comme une ombre qui ne lâchait pas. Ce soir-là, alors que la ville s'endormait sous une pluie fine, Claire reçut un appel d'Amélie. « Madame Dubois, je publie un article demain. Votre histoire, c'est plus qu'un incident. C'est un symbole. Voulez-vous dire quelque chose ?» Claire réfléchit, le téléphone contre son oreille. « Dites juste que je ne me batte pas pour moi. Je me batte pour ceux qui n'ont pas de caméra. » Amélie nota, émue. Elle savait que cette phrase ferait vibrer Lyon, et au-delà. Pendant ce temps, à la mairie, François Lambert, le maire, regardait la vidéo pour la 10e fois. Il avait reçu des dizaines de messages, de courriels, de plaintes. Il murmura à son conseiller « Cette femme a raison. Il est temps de bouger. » Il rédigea un communiqué annonçant la suspension immédiate de Marc Lefebvre en attendant une enquête indépendante. Mais la nuit apporta une nouvelle épreuve. Claire, rentrant chez elle, traversa le parking sombre de son immeuble. Les lampadaires clignotaient, l'un d'eux éteint. Elle sentit une présence avant de la voir. 3 hommes surgirent, rapides, coordonnés, pas de mots, juste des mouvements précis. L'un attrapa son bras, un autre visa son flanc. Claire réagit par instinct. Elle pivota, frappa le premier au ventre d'un coup de genou. Il s'effondra. Le deuxième tenta de l'immobiliser, mais elle saisit son bras, le tordit, un craquement sec résonna. Le troisième, plus grand, hésita, puis s'enfuit. Claire resta debout, le souffle court, une entaille au poignet saignant légèrement. Elle ramassa une enveloppe tombée dans la bagarre, la même que celle proposée plus tôt. Elle la serra, le sang tachant le papier. Elle leva les yeux vers une caméra de surveillance, éteinte, brisée. « Vous ne m'aurez pas comme ça », murmura-t-elle, non pas à eux, mais à elle-même. Chez elle, Claire nettoya sa blessure, méthodique, comme elle l'avait fait sur le terrain. Elle posa l'enveloppe sur son bureau, à côté du dossier qu'elle constituait. Capture d'écran, message, témoignage. Elle appela Pierre. « J'ai besoin d'un coffre-fort pour des documents. Ça devient sérieux. » Pierre, sans poser de questions, répondit. « Je m'en occupe. Tu n'es pas seule, Claire. » Elle raccrocha, le regard fixé sur la photo de ses camarades militaires. Elle n'était pas seule, mais elle savait que le combat ne faisait que commencer. Dehors, la pluie tombait plus fort, lavant les rues de Lyon, mais pas les ombres qui s'accrochaient à Claire. Elle alluma une lampe, un faisceau de lumière tombant sur l'enveloppe tachée de sang. Elle murmura, presque pour elle-même. « Vous ne gagnerez pas par le silence. » La salle d'audience du tribunal de Lyon était baignée d'une lumière froide, filtrée par de hautes fenêtres donnant sur la Saône. Les bancs en bois, usés par des décennies de procès, grinçaient sous le poids des spectateurs. L'air sentait l'encaustique et le papier jauni des dossiers juridiques. Claire Dubois, assise au 3e rang, derrière l'équipe de la procureure, portait une chemise blanche,
sobre, sans ornement. Ses cheveux, toujours tirés en chignon, semblaient sculpter son visage, révélant des traits durs mais calmes. Ses mains, posées sur ses genoux, étaient immobiles, mais son pouce frottait doucement une cicatrice récente au poignet, souvenir de l'attaque dans le parking. Elle ne regardait pas Marc Lefebvre, assis à l'autre bout de la salle, flanqué de ses avocats. Elle fixait un point invisible, au-delà du juge, comme si elle voyait une bataille déjà gagnée, non par la vengeance, mais par la vérité. Autour d'elle, la salle bourdonnait. Des journalistes scribouillaient frénétiquement, leurs stylos grattant comme des insectes. Une foule hétéroclite, militants, citoyens, curieux, emplissait les rangs. Aïcha, la mère du supermarché, était là, son fils sur les genoux, ses yeux brillants d'espoir. Léo, l'adolescent, triturait son téléphone, mal à l'aise dans un costume trop grand. Madame Giroux, droite malgré son âge, serrait une écharpe en laine, son regard perçant fixé sur Marc. Le juge, Monsieur Delacroix, un homme aux cheveux argentés et au visage taillé comme une statue romaine, entra d'un pas mesuré. Sa robe noire semblait absorber la lumière. Nous sommes réunis pour le procès de Marc Lefebvre, accusé d'abus d'autorité, violence physique et violation des principes déontologiques de la police, déclara-t-il, sa voix grave résonnant dans la salle. Claire ne bougea pas. Elle savait que ce moment n'était pas seulement le sien. C'était celui de tous ceux qui, comme elle, avaient affronté le silence d'un système. La procureure, Claudine Mercier, se leva, une femme d'une cinquantaine d'années, les lunettes cerclées d'acier, le regard acéré. Elle brandit un dossier épais, sa voix claire et précise. Marc Lefebvre a outrepassé son autorité face à une citoyenne, Claire Dubois, qui n'a fait que demander un geste de respect. Les preuves, vidéos, témoignages, enregistrements sont accablantes. Elle désigna un écran où la vidéo de Léo fut projetée. Marc, arrogant, posant la main sur son arme, Claire, immobile, digne, face à la menace. La salle retint son souffle. Un murmure échappa à une femme derrière Claire. Comment ose-t-il? L'avocat de Marc, maître Roland, un homme mince au costume impeccablement taillé, se leva. Mon client était sous pression, plaida-t-il, la voix mielleuse. Un policier, confronté à une situation tendue, a réagi par instinct. Pas d'arme dégainée, pas de coup porté, une maladresse, pas un crime. Quelques spectateurs froncèrent les sourcils. Aïcha serra son fils contre elle, ses lèvres pincées. Léo, nerveux, murmura à Madame Giroux. « Ils vont vraiment essayer de le défendre comme ça ?» La vieille dame hocha la tête, amère. « Ils essaient toujours. » Claire, elle, restait impassible. Elle avait entendu ce genre de discours dans des salles de briefing où ses rapports étaient minimisés, où ses compétences étaient mises en doute parce qu'elle était une femme, noire, trop directe. Elle savait que la vérité ne gagnait pas seule. Elle avait besoin de voix. Le premier témoin fut Sophie, la caissière du supermarché. Ses mains tremblaient, mais sa voix était claire. « J'ai vu l'incident. Madame Dubois a juste demandé à Monsieur Lefebvre de ramasser ce qu'il avait fait tomber. Il l'a insulté, il a pris son téléphone, il a touché son arme. Elle n'a rien fait pour provoquer. » Le juge Delacroix nota quelque chose, son visage impassible, puis vint Léo, ses joues rouges d'embarras. « J'ai tout filmé, » dit-il, montrant son téléphone. Elle était calme. Lui, il était agressif. J'ai continué à filmer parce que je savais que sinon, personne ne la croirait. La salle murmura, un mélange d'approbation et de honte. Claire baissa les yeux, non par gêne, mais par respect pour le courage du garçon. Elle se souvenait de ses propres débuts, quand elle devait prouver, encore et encore, qu'elle méritait sa place. Puis vint un témoin inattendu. Thomas, un jeune policier de 27 ans, en uniforme, les épaules droites mais le regard inquiet. Il s'avança, sous les regards surpris de la salle. « Je travaille dans le même commissariat que Lefebvre, » commença-t-il, sa voix tremblante mais ferme. « J'ai vu des collègues comme lui intimidés, insultés,
abuser de leur pouvoir. On nous dit de nous taire, de protéger les nôtres, mais ce jour-là, dans le supermarché, j'étais là, en civil. J'ai vu Madame Dubois, elle n'a rien fait de mal. Lefebvre a déshonoré l'uniforme. Un silence lourd suivit, même les journalistes cessèrent d'écrire. Thomas venait de briser un mur, celui du silence des collègues. Claire le fixa, un instant, et hocha légèrement la tête, un geste de reconnaissance, comme entre soldats. La procureure Mercier appela un dernier témoin, Camille Laurent, la professeure de sociologie vue à la manifestation. Ses cheveux blancs brillaient sous les néons, sa voix était douce mais tranchante. Ce n'est pas un incident isolé, dit-elle, regardant le juge, puis la salle. C'est un symptôme, un système qui protège les abus par le silence, par l'indifférence. Chaque insulte ignorée, chaque menace minimisée, construit un mur. Madame Dubois a osé le fissurer. Elle se tourna vers Claire. Vous n'êtes pas seule, vous représentez tous ceux qu'on n'a pas filmés. La salle vibra, non pas d'applaudissements, mais d'un souffle collectif, comme si l'air lui-même reconnaissait la vérité. Marc fut appelé à la barre. Il se leva, le visage pâle, les mains crispées. J'ai servi pendant 12 ans, dit-il, la voix rauque, répétée, comme apprise. Je sauve des vies, je protège. Ce jour-là, j'ai cru qu'elle me provoquait. J'ai réagi mal, peut-être, mais je ne suis pas un criminel. Il baissa les yeux, jouant la contrition, mais ses mots sonnaient creux. Claudine Mercier s'approcha, sans dossier, juste sa voix. Monsieur Lefebvre, pourquoi votre main était-elle sur votre arme face à une femme désarmée, immobile? Marc bafouilla. Je me préparais, au cas où. La procureure insista. Au cas où quoi? Elle vous a menacé? Elle a crié? Silence. Marc fixa le sol. La salle comprit. Il n'avait rien à dire. Claire fut appelée pour un dernier témoignage. Elle marcha lentement, ses pas résonnant sur le parquet. Mademoiselle Dubois, un mot? Demanda le juge. Elle réfléchit, ses yeux balayant la salle, croisant ceux d'Aïcha, de Léo, de Thomas. J'ai appris dans l'armée que l'uniforme ne fait pas la personne. Ce jour-là, je n'ai pas vu un policier. J'ai vu un homme qui refusait d'être corrigé par une femme comme moi. Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste que la prochaine personne, sans caméra, sans témoin, ait une chance d'être entendue. La salle resta silencieuse, mais les regards parlaient. Une femme murmura. Elle a raison, ça arrive tous les jours. Après 4 heures de délibération, le jury revint. Le juge Delacroix prit la parole. Verdict. Marc Lefebvre, coupable d'abus d'autorité, violence physique et violation des règles déontologiques, condamné à 7 ans de prison sans liberté conditionnelle et révoqué de ses fonctions de policier. La salle exhala un souffle de soulagement. Marc baissa la tête, ses avocats immobiles. Claudine Mercier referma son dossier, murmura à son assistante. Ce n'est pas une victoire, c'est une porte ouverte. Aïcha pleura doucement, serrant son fils. Léo rangea son téléphone, un sourire timide aux lèvres. Madame Giroux hocha la tête, comme si justice, enfin, avait un visage. Claire ne resta pas pour les caméras. Elle quitta le tribunal, traversa la place sous un ciel gris. Les journalistes l'attendaient, mais elle passa sans un mot. Elle retourna au centre communautaire, où ses élèves l'accueillirent avec des regards nouveaux. Une jeune femme, étudiante, demanda « C'est fini maintenant ?» Claire sourit, un sourire doux, sans triomphe. « Pas encore. Mais la prochaine fois, vous ne serez pas seul. » Ce soir-là, elle alluma une lampe, posa le dossier de l'affaire sur son bureau. À côté, une lettre d'un élève. « Merci d'avoir brisé le silence. » Dehors, Lyon dormait, mais une lumière nouvelle, fragile, brillait dans l'ombre. L'histoire de Claire Dubois, une ancienne colonelle confrontée à l'abus d'autorité dans un supermarché lyonnais, résonne comme un miroir de notre société. Dans la culture française, où l'égalité et la justice sont des piliers proclamés, cette scène révèle une vérité crue. Le silence face à l'injustice est un poison subtil. Claire,
par sa dignité et sa retenue, incarne une force qui transcende la colère. Elle ne crie pas, ne cède pas, mais reste debout, transformant un incident banal en un appel à la responsabilité collective. Ce courage, ancré dans une discipline militaire, reflète une valeur française profonde, la défense des principes, même au prix de l'isolement. Sa posture m'a touché, car elle montre que la véritable puissance ne réside pas dans la violence ou l'intimidation, mais dans la constance et la clarté morale. Cette histoire m'enseigne plusieurs leçons. D'abord, l'importance de ne pas se taire face à l'injustice, même dans les petites choses, comme ramasser un objet tombé. Ensuite, le pouvoir des témoins. Léo, Aïcha, Madame Giroux, par leurs regards et leurs actions, ont brisé le mur du silence. Enfin, elle rappelle que le changement commence par un individu, mais s'amplifie par une communauté. Dans la vie quotidienne, cela m'incite à être plus attentif aux injustices autour de moi, à oser parler, même si ma voix tremble, et à soutenir ceux qui se dressent contre l'abus. En France, où l'on chérit le débat et la liberté d'expression, l'histoire de Claire nous pousse à questionner nos réflexes. Combien de fois détournons-nous le regard pour éviter les ennuis? Combien de fois laissons-nous le silence protéger les puissants? Appliquons cette leçon, soyons des citoyens actifs, des témoins vigilants, des voix qui portent. Comme Claire, choisissons de ne pas plier, mais de construire un monde où la dignité n'a pas besoin de caméra pour être respectée. Si cette histoire vous a touché, agissez. Cliquez sur J'aime pour montrer votre soutien, partagez la vidéo pour amplifier ce message de justice, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits inspirants et laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Ensemble, faisons entendre les voix qui refusent le silence.